Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du 31 mars 2022. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, ce matin, légère baisse en Europe. On attend notamment des décisions de la part de Joe Biden, puisqu'il devrait globalement avoir recours aux réserves pétrolières stratégiques des États-Unis afin de faire baisser les prix à la pompe. Donc ça peut être l'un des catalyseurs un peu de la séance, ce qui explique notamment la chute qu'on a actuellement sur les cours pétroliers. Globalement, sinon, à Wall Street hier, bon, légère baisse, des indices qui ont un petit peu corrigé. Étant donné que les récents signes d'une avancée dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine se sont quelque peu atténués, en marge aussi de crainte que la politique de la Réserve fédérale américaine nuise, comme vous le savez, à la croissance économique et entraîne une récession par la suite. On fera le point justement dans la partie macro. Hier, on avait quand même des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine en Turquie. La Russie a quand même annoncé, soi-disant, qu'elle allait réduire ses opérations dans le nord de l'Ukraine. Pour autant, on constate que les bombardements de l'armée russe contre la capitale de Kiev se sont quand même poursuivis mercredi. Maintenant, concernant les indices, en dépit d'un rebond quand même de plus de 5% ce mois-ci, après avoir débuté l'année avec deux déclins mensuels, le S&P est sur la voie de sa première baisse trimestrielle depuis le début de l'année 2020. Donc là, pareil, on fait aussi le point dans la partie macro concernant la saisonnalité du S&P, notamment pour le mois d'avril, puisque d'ici demain, on va attaquer un nouveau mois. Et globalement, le mois d'avril est assez encourageant pour les actions. Même si elles ont quand même enregistré des gains, les actions restent tout de même très volatiles face aux informations sur la crise entre la Russie et l'Ukraine et la flambée de l'inflation ayant aussi été alimentée par la hausse des prix du pétrole et des métaux depuis le début du conflit en Ukraine qui a débuté le 24 février. Ce matin, en Europe, comme je vous le disais, petite baisse en début de séance, en profitant justement d'une rechute des cours du pétrole. Le président américain Joe Biden devrait annoncer dans la journée un recours sans précédent aux réserves pétrolières stratégiques des États-Unis afin justement de faire baisser les prix à la pompe. Donc, selon quelques sources, l'administration Biden envisage de puiser 180 millions de barils de pétrole dans les réserves stratégiques des États-Unis, dans le but justement de faire baisser les prix à la pompe après l'envolée des dernières semaines provoquée par justement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc là, pareil, on commence à voir des ménages américains qui subissent indirectement le conflit en Ukraine et cela commence à faire un peu mal au portefeuille, mais c'est aussi la même chose en Europe et notamment en France. Alors, certes, cette initiative est quand même susceptible d'apaiser au moins un temps les craintes liées à l'envolée des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Ça relègue néanmoins au second plan le regain d'inquiétude suscité par la situation militaire en Ukraine, où, comme je vous le disais, le président a évoqué le risque d'une nouvelle offensive russe dans l'Est. Donc là, pareil, on a un peu deux versions aujourd'hui, entre des pourparlers, des négociations qui avancent plutôt bien, mais d'un côté, des bombardements qui continuent dans certaines villes de l'Est, en Ukraine. Donc forcément, ça crée aussi un peu d'inquiétude toujours et de nervosité sur les marchés. Néanmoins, la baisse des cours du pétrole l'emporte globalement sur les chiffres des indices PMI officiels chinois, qui reflètent quand même une contraction de l'activité dans l'industrie comme dans les services en mars. Conséquence, pour le coup, de la recrudescence finalement de l'épidémie de Covid-19 et bien évidemment des répercussions aussi du conflit en Ukraine.
Maintenant, les investisseurs forcément continuent de surveiller l'évolution de la situation militaire, comme je vous le disais, la journée de mercredi ayant quand même suscité des interrogations, notamment sur la sincérité des déclarations russes suggérant une désescalade. Donc effectivement, c'est ce que les marchés priceaient, c'est ce que les marchés envisageaient. On avait eu quand même de bonnes nouvelles. En tout cas, c'était encourageant, mais ce matin, apparemment, on aurait on a un risque d'avoir une nouvelle offensive russe dans l'Est, et en parallèle, on a aussi eu quelques bombardements dans certaines villes. Donc forcément, sentiment que les Russes aiment de nouveau remettre un peu d'huile sur le feu dans ce conflit qui dure maintenant depuis plus d'un mois. Côté macro, maintenant, on parle en ce moment beaucoup même de risque de récession, que les marchés vont forcément chuter et que on va assister à un énorme ralentissement économique. Donc effectivement, c'est vrai que l'environnement économique, on ne va pas le nier, se dégrade, et notamment les investisseurs sont inquiets, comme on a pu le voir en début de semaine dans le briefing des marchés, par l'inversion de la courbe des taux. Notamment le 2 ans qui pourrait dépasser le 10 ans, le 5 et le 7 ans qui ont dépassé le 10 ans. Bref, effectivement, on a eu un début d'inversion de la courbe des taux, et c'est un indicateur avancé, comme je vous l'avais expliqué, sur la situation économique, donc qui suggère en tout cas un risque de récession. Néanmoins, toujours important de prendre un peu de recul, et ici on a quand même quelques statistiques utiles pour celles et ceux qui seraient éventuellement convaincus qu'une inversion de la courbe des taux soit une catastrophe pour les actions. Ce qu'il faut noter, c'est pas parce qu'on a une inversion de la courbe des taux que forcément, déjà d'une part, on va rentrer en récession. C'est un indicateur avancé. Néanmoins, le pire, comme d'habitude, n'est pas certain. Et ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est au moment où on note un début d'inversion de la courbe des taux, c'est à quel moment s'est produit la récession. Et globalement, ce qu'il faut noter, la dernière remonte à 2019, elle avait mis 7 mois à se mettre en place, mais en moyenne, effectivement, si les données sont justes, on constate que la récession se met en place à partir de 20 mois. Donc, d'ici là, il peut quand même se passer beaucoup de choses en 20 mois. Les banques centrales peuvent aussi bien faire volte-face, comme c'était le cas justement fin 2018, en disant en 2019, eh bien, je ne relèverai pas les taux. Et derrière, le S&P était reparti comme en 40. Donc là, pareil, c'est un point à noter. Un point important à noter dans le sens où il n'y a aucune, pour l'instant, c'est juste des spéculations autour d'un fort ralentissement économique et d'une récession à venir. Maintenant, la récession peut mettre en moyenne 20 mois, donc ce ne serait pas avant 2023, et dans certains cas, elle a quand même mis un peu plus de 20 mois, 35 mois, voire même 50 mois avant d'arriver. Donc très important quand même de prendre du recul là-dessus. Et en 20 mois, tout peut se passer, notamment avec, j'ai envie de dire, un changement d'attitude de la part des banquiers centraux pour justement éviter un risque de récession et un ralentissement économique qui pourrait peser à la fois sur les entreprises, mais aussi les ménages. Je vous disais justement en introduction que le S&P était sur sa première baisse trimestrielle depuis le début de l'année 2020. On a quand même eu un gros rebond ce mois-ci. Et globalement, pareil, le mois d'avril, puisqu'on va débuter le mois demain, est un mois historiquement bon pour l'indice américain. En effet, comme vous pouvez le voir, depuis 2006 jusqu'à 2021, donc c'était quand même un échantillon de 16 mois, globalement, le S&P 500 a
toujours terminé dans le vert. Donc ça, pareil, c'est quand même un échantillon quand même assez important. Le mois d'avril est un excellent mois pour le S&P 500. Voilà. La seule année où on a terminé dans le rouge, et encore, ce n'était pas catastrophique, c'était en 2012. On avait perdu 0,7% en moyenne. Comme vous pouvez le voir, le S&P enregistre un gain de 3,1%. Donc finalement, encore une fois, malgré le conflit, comme on a pu le constater, on a eu un énorme rebond de la part des indices. Je trouve que peut-être que les marchés restent un peu trop optimistes sur la situation. Néanmoins, pour autant, il en faut plus au marché pour éventuellement créer un accident et véritablement décrocher. On a quand même eu une chute de plus de 20%. Je reconnais que la hausse a été, le rebond a été quelque peu violent, mais encore une fois, les marchés préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc là, effectivement, je trouve sur l'ensemble des indices qu'on est sur des niveaux assez élevés, des grosses résistances. Un repli de court terme, effectivement, c'est ce que j'entrevois, un repli de court terme sur l'ensemble des indices. Néanmoins, si on se base sur les statistiques, effectivement, on pourrait avoir un mois d'avril assez positif pour le marché action. Direction la partie technique maintenant avec notre CAC 40 qui cède un peu du terrain ce matin. Alors, toujours un sentiment que le marché peut corriger un peu plus, qu'il y a de la place. Pour moi, on est sur un gros niveau, les 6770. On bute sur le bas de nuage, et même 200, plutôt un biais baissier, comme je vous le disais. Je ne serais pas surpris d'avoir un retour sur les 6570. En tout cas, c'est la stratégie que j'ai actuellement. Plutôt tenter des ventes, comme je vous le disais. Si on retourne tester les MM200, eh bien placer son stop loss juste au-dessus, tenter une vente. Donc ce matin, on a eu de nouveau un pullback. Peut-être que certains ont saisi cette opportunité, mais pour ma part, j'arrête d'être acheteur tant qu'on ne franchit pas les 61,8, l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête-épaule et le retracement des 61,8 de Fibonacci. Voilà, pour l'instant, à court terme, un biais baissier de court terme. J'estime qu'une respiration ferait du bien au marché après une envolée assez fulgurante. Pour autant, je n'envisage pas non plus un énorme retournement de marché, mais une correction histoire que le marché puisse souffler pour mieux repartir. Et bien évidemment, je chercherai à nouveau des achats en cas de cassure au-dessus des 6770. Comme je vous le disais, la possibilité d'un range, toujours sur les indices. On pourrait venir combler le gap ici, retomber. C'est vrai qu'on a la MM50 qui remonte sur un très beau niveau. Donc la zone qui m'intéresse pour le coup, ça reste à l'achat les 6530 et les 6570. Là, on a une très belle zone de prix à mettre à profit. Mais être acheteur sous résistance, forcément, ça me bloque un peu. Et surtout qu'on est quand même sur une belle résistance. Pas n'importe laquelle, MM200, 61,8. C'est sûrement une zone en parallèle. Donc, prudence sur les achats, très clairement. Attendez plutôt un repli pour chercher des achats plutôt que de payer sous résistance. Donc là, pour ma part, plutôt un biais baissier. On a eu un joli pullback. Peut-être que certains ont tenté une vente avec un stop loss juste au-dessus pour viser dans un premier temps les 6636 et pourquoi pas derrière en TP2 les 6570, 540. En données 4 heures, horaire, pardon. Bon, rien à signaler. C'est vrai qu'on n'a pas eu de
beau chandelier. Je trouve qu'on a eu ici un bull trap, réintégration, pullback sur la zone, ça retombe. Bon, je trouve que c'est voilà, le marché a besoin d'un nouveau souffle. Donc, il faudrait un nouveau catalyseur maintenant pour permettre une nouvelle jambe de hausse. Et en l'absence d'une telle news, j'estime que correction, un repli de marché serait assez sain après une telle envolée. Le DAX, forcément, c'est aussi la même chose. On retombe, on repasse sous notre oblique. Belle réaction de nouveau sur la zone. Même constat que sur le CAC 40 finalement. Je repasserai acheteur sur le DAX si on break cette zone. Pour l'instant, c'est une ancienne borne de base du range. Par conséquent, plutôt baissier pour retomber sur les 14 380, 14 240. Voilà ma stratégie sur le DAX. C'est exactement la même que sur le CAC. Voilà, on a une grosse zone au-dessus de la tête. Aucune raison de chercher des achats sous zone. Au contraire, plutôt à chaque fois qu'on viendra taper cette zone sur signal, vendre et de nouveau viser en TP1 14 400 et en TP2 14 125. Voilà, pour moi, le plan est le même. Je vais supprimer ce petit triangle. Alors, en plus, on a notre oblique. Finalement, elle a quand même bien fait le job. Excès haussier. Derrière, on réintègre notre oblique. On est proche de l'oblique. Effectivement, ce qui me dérange ici, c'est que notre ancienne zone de résistance fasse maintenant office de support. Donc là, vendre ici, c'est pas top. On va pas se le cacher. En revanche, si on a un repli, une nouvelle impulsion plutôt un peu plus haut, eh bien, chercher de nouveau une vente pour pouvoir vendre et viser le bas de la zone, voire la MM50. Finalement, on pourrait faire un peu comme sur le CAC, un nouveau range de consolidation. Mais là, effectivement, vendre ici, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Plaquette jaune en soutien, ancienne borne haute du triangle qui fait office de support. L'idéal, ce serait d'attendre soit la cassure pour viser à court terme 100, 150 points, peut-être un peu plus bas, ou le mieux reste quand même un retour dans le haut de la zone sur signal pour de nouveau vendre et même stratégie que pour le CAC, stop loss au-dessus de la MM 200. Concernant le Dow Jones, relativement solide, l'indice américain, je trouve. Pas de signe d'essoufflement, très clairement. On a un indice assez robuste même. Bon, on a eu une légère baisse hier, mais effectivement, on aurait un gap à venir chercher. Si on doit se faire un petit repli de marché, il y a le gap ici à venir combler. Néanmoins, pour l'instant, je note pas de signal de retournement sur le Dow Jones. Très clairement, c'est l'indice, je dirais pas qu'il surperforme, mais il est plus solide que le CAC et que le DAX. Voilà pourquoi je suis plutôt baissier sur les indices européens et haussier, mais de très court terme. Juste pour faire une dernière vague de hausse, chercher l'objectif théorique de ce fameux double creux. On a parcouru quasiment plus de 3/4 du chemin. Il manque pas grand-chose, 400 points pour aller chercher notre objectif théorique. Bon, pour l'heure, tant qu'on reste au-dessus des 35 000, même 34 970, je ne passerai pas vendeur. Voilà. On peut très bien faire une mèche basse, combler le gap, repartir.
Donc pour moi, le pivot là, à surveiller maintenant, ce sera le comblement du gap. Si effectivement, là, on reclôture, on passe en dessous, bon, il y aurait une dégradation. Mais pour l'heure, on peut basculer en données horaires, même 4 heures. On est sur des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. Il n'y a rien d'alarmant, très clairement, sur le Dow Jones. Cadré par la même 50, horaire, la même chose en 4 heures. Bon, je note pas de signal de retournement, donc plutôt dans une optique, pour celles et ceux qui sont rentrés sur la cassure de range ici, de remonter le stop et d'aller chercher une dernière vague de hausse en direction des 35 600, 35 550. Effectivement, données horaires, je vais enlever beaucoup caché. Bon, il manque pas grand-chose hein, sur la bande haute du range. Je pense que même que l'objectif a été atteint. Tac, voilà. Quasiment atteint, mais bon, c'est pas baissier pour autant. Ouais, bon, pas terrible, c'est plutôt un range à mon avis qu'on pourra avoir. Potentiellement un petit range, un nouveau range de court terme sur le Dow Jones. Comme je le disais, celles et ceux qui sont rentrés ici, remontent, bah, mettez-vous à break-even. Voilà, payez-vous. Celles et ceux qui sont rentrés ici à la cassure, à la NM50 qui remonte, donc ce serait bien de remonter le stop loss. Prenez un TP, mettez pourquoi pas le stop loss à break-even et attendez de voir. Pour l'instant, pas envie de vendre pour avoir une petite consolidation de court terme voilà, là-dedans. Et si on en sort par le haut, prenez votre TP final à 35 500. Pour l'instant, pas baissier, je chercherai des ventes si on break même M50. Si on retombe sur ce niveau, au contraire, plutôt intéressé de nouveau pour chercher des achats. Mais pour l'heure, ça reste haussier, les acheteurs gardent la main, nouvelle consolidation dans un micro-range. Si on arrive à breaker par le haut, remontez votre stop et aller chercher le haut de zone. Voilà, l'objectif, en fait, tout simplement. L'objectif théorique est un peu plus haut, mais il ne correspond pas à grand-chose. En revanche, ici, on a une énorme zone. Donc, important quand même de prendre quelques bénéfices une fois qu'on sera sur ce niveau. Alors j'ai mon PC qui rame, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a un temps de latence pour afficher mes graphiques. Pourtant, je n'ai pas d'autres logiciels ouverts, mais bon, j'ai connu pire. Effectivement, la zone, elle est juste ici. Alors, une très belle zone. L'objectif théorique, c'est un peu plus haut, mais ça ne correspond pas à grand-chose. On est encore sur les 61,8. Et là, la différence, effectivement, c'est que l'Europe bloque sur les 61,8 de FIBO, d'où ma prudence, alors que les US ont une très belle bougie verte, ont pulvérisé ce niveau, et je me dis, bah, il y a de la place pour aller chercher un peu plus haut. En tout cas, 400, voire 500 points serait l'idéal, serait un objectif majeur à aller chercher. Décidément, il y a... Ok, c'est parfait. Ici, magnifique bull trap. J'étais déjà méfiant hier, en me disant, bon, la bougie 4 heures, effectivement, on a fait une clôture au-dessus, mais là, c'est un bull trap. Là, très clairement, c'est un bull trap. MM50 qui fait le job. Réintégration de la zone de polarité. Très honnêtement, j'ai envie d'être vendeur sur l'euro-dollar. Voilà. J'avais déjà un biais baissier sur cette paire, mais là je trouve que c'est assez propre. On est venu taper la borne haute de notre biseau. MM50, échec, réintégration en cours. En données 4 heures, voilà. La bougie 4 heures est quand même assez parlante, je trouve. Et par conséquent, clôture dans moins d'une heure. Et l'idéal,
ce serait d'essayer d'avoir un pullback. Si on clôture comme cela, petit pullback, on place le stop loss au-dessus et on visera en TP1 indice, la borne basse du biseau. Finalement, je pense qu'on risque d'évoluer dans un biseau. Borne basse du biseau indice et en cas de cassure, on visera les 1,0865. Voilà le plan. En tout cas, j'aime beaucoup la configuration, échec sur MM200, réintégration du range sur biseau, bougie baissière, à confirmer aussi en clôture daily, mais là, dans l'état actuel des choses, plutôt un biais baissier sur l'euro-dollar et mise en place d'une vente, si possible sur pullback, des 1,1125 et derrière on visera 1,10 et 1,0865. Voilà. Voilà le plan sur cette paire. De nouveau en échec sur la kit jaune. Les vendeurs sont encore très présents et exercent une pression sur la paire. Et là, je trouve que le signal daily est beau. Voilà, pour moi, c'est un bull trap. Fausse cassure de résistance, échec sur MM50, on réintègre. Donc à confirmer quand même en clôture. Pourquoi pas prendre en données 4 heures. Et derrière, logiquement, la Tenkan et la Kijun risquent de se mettre à plat. Et donc forcément, si on accélère à la baisse, on aura de nouveau un signal baissier. Et Chikou est libre de tout obstacle, donc certains pourront même renforcer leur vente si on confirme dans les jours qui viennent ce fameux setup baissier grâce à l'Ishimoku. L'euro NZD, finalement, je vais laisser tomber ce plan. Tout simplement car la divergence est certes validée, mais je suis pas convaincu. Enfin, c'est pas que je ne suis pas convaincu de la hausse, c'est juste que le ratio n'est pas bon. Voilà. On n'a pas un super ratio. Vous voyez, mettre le stop loss ici pour viser les 38,2, ça fait un ratio de 1 pour 1. Bon, si on va chercher les 50%, on peut aller avoir un peu plus haut, mais je trouve que le ratio n'est pas top. Voilà. J'ai noté d'autres paires qui avaient la même configuration avec un ratio bien meilleur. Donc forcément, il faut chercher les paires qui vont vous offrir un ratio risk-reward de 2 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4 et pas de 1 pour 1. Et là, ici, actuellement, le ratio n'est pas très bon. Par conséquent, je préfère laisser tomber ce plan-là et aller chercher des paires, par exemple GBPNZD, où je trouve qu'on a la même configuration, seulement la divergence est un peu plus belle. Bon, j'aimerais bien que, je pense que je vais relancer pour real time après, car c'est pas possible d'avoir un tel ralentissement. Vous voyez ici, voilà, là on a la même configuration, la divergence est à 2 doigts d'être validée, si on prend, on est sur un avalement et de nouveau, hop, une belle divergence. Je vais juste vérifier. Ok, on est sur zone. Au moins une zone hebdomadaire, à mon avis. Juste ici, vous voyez. On a une belle zone. Donc on est pile poil dessus. Cette zone, tac, tac, ici. Donc on est sur zone et on a une divergence en cours de formation. Donc forcément, on est à l'avalement. Donc attendez la clôture, mais on pourrait avoir voilà, un joli changement de retournement ici, une divergence. Là, le ratio, le stop loss se place assez près, donc meilleur ratio risque-reward. Donc on optimise les gains. Pareil, dans un premier temps, chercher 38,2 et pourquoi pas les 50. Voilà le plan, mise à bas du stop sur les 23,6 et TP1, TP2. Maintenant, plus qu'à attendre la clôture de bougie
pour valider l'avalement haussier et sûrement la divergence haussière. GBP, AUD, on a forcément la même chose. Voilà. Donc la différence, on a eu l'avalement. L'avalement a été validé hier avec le marteau inversé. Je pense qu'on peut anticiper la divergence sur ce niveau-là. Voilà, là, pour le coup, j'aime bien les deux chandeliers de retournement, marteau inversé, avalement. On est sur zone. Par conséquent, on a un signal de retournement. On peut tenter un achat avec un stop loss par ici et viser TP1, TP2, TP3. Voilà. Alors, si on fait un caissier notre plaquette jaune, si ça tient, c'est bon. Attendez à la limite la clôture 4 heures pour confirmer qu'on ne repasse pas sous Kijun ou qu'on ne fasse pas une cassure Tenkan Kijun. Mais là, dans l'état actuel des choses, je trouve que sur l'unité temps daily, ça se présente plutôt bien. Donc, pour les traders agressifs, eh bien, vous pouvez rentrer, selon moi, en position. Et pour les traders plus prudents, qui préfèrent attendre la confirmation de la divergence, eh bien, attendez tout simplement que le RSI repasse au-dessus de ce sommet-là. Clôture au-dessus de ce sommet-là. Bien évidemment, vous aurez un peu de retard. Vous n'aurez pas le même point d'entrée, mais au moins vous aurez confirmé tous les signaux. Donc, une meilleure probabilité de succès. Donc maintenant, selon vous, selon votre profil, à vous de voir quelle stratégie vous préférez adopter. Le gold. Le gold, la bougie de la veille est encourageante, je vais dire. Bougie verte, on avait déjà notre marteau, bougie verte. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour moi, c'est l'orange en fait. Donc, on a logiquement placé un trade à l'achat suite ici sur le bas de range. Bas de range, marteau. Je vous disais que c'était possible de rentrer selon moi. Bon, on a fait milieu de range. Prendre des bénéfices ici, c'est peut-être un peu juste. Pas beaucoup d'avance. L'idéal pour moi, ce serait de prendre un premier TP ici. Ou peut-être remonter le stop. Voilà. Réduire son risque. Ça peut être une chose intéressante. Remonter le stop, pourquoi pas. À vous de voir, encore une fois, selon votre profil. Tout dépend de votre exposition. Peut-être que certains préféreront laisser le stop sous la M50, ce qui peut être judicieux. Donc là, elle est remontée, donc de nouveau sous le bas du nuage, donc laisser le stop tel quel. D'autres préféreront peut-être remonter le stop pour réduire le risque. C'est pas interdit non plus. Maintenant, si on est dans un range, objectif borne haute. Voilà. Rotation complète des prix vers la borne haute. Là, on a quand même un bel obstacle sur le milieu de range. Il faudrait qu'on arrive à faire une petite percée, prendre son TP1 ici, pourquoi pas. Et peut-être que les investisseurs à plus long terme préféreront attendre et renforcer si on break ce niveau en se disant double creux, objectif, aller chercher 2020 et 2070. Voilà. Voilà le plan et ma vision sur cet actif. Pour l'instant, je reste haussier tant que la zone des 1910 tient. Pas d'alerte baissière. Si elle est amenée à casser, eh bien, c'est pas grave. On prendra sûrement une perte et on attendra les 1850 pour de nouveau chercher des achats. Mais pour l'heure, voilà, le chandelier ici a plutôt bien fonctionné. Maintenant, je trouve que prendre des bénéfices ici, c'est peut-être un peu tôt. On n'a pas eu non plus une grosse amplitude. Donc l'idéal, ce serait au moins pour pouvoir prendre des bénéfices et assurément mettre son stop à break-even, aller chercher la borne haute de ce range. Voilà. Ensuite, on verra ce qu'on fait ici. Si on a un jeu de retournement, bon, on sera un peu plus prudent. Si on a une bougie flux directionnelle impulsive, eh bien, je pense qu'il faudra renforcer sa position acheteuse pour accompagner
le mouvement haussier un peu plus haut. Le Brent, forcément, je vais rester à l'écart aujourd'hui, notamment avec les annonces prévues de Joe Biden. On fait du trading, pas du casino, comme toujours. Donc, aucun intérêt de prendre des risques inutiles, très clairement. Alors oui, on est sur la zone, mais on perd 5%, on peut très bien en perdre 10. C'est pas interdit. Donc là, pour le coup, je reste à l'écart. Effectivement, dans la zone que j'attendais, très belle zone, c'était un niveau de prix qui m'intéressait. Maintenant, face aux annonces de Joe Biden, justement, pour avoir recours aux réserves stratégiques de pétrole, justement, pour diminuer les prix à la pompe. Tout dépend des annonces, mais là, je me dis, avant l'ouverture américaine, on perd déjà plus de 5%. Selon les annonces, étant donné que c'est un marché qui est quand même bien drivé par les investisseurs américains, on n'est pas à l'abri de perdre 10%. Donc pour ma part, je reste à l'écart sur le marché pétrolier. On fait du trading, encore une fois, pas du casino. Allons sur des classes d'actifs plus tranquilles, où on n'a pas une grosse news qui va tomber dans la journée et qui pourrait créer des mouvements assez brusques. On peut très bien perdre 10 comme reprendre 5. Donc on est sur zone. Au moins, attendez la fin de la journée. Attendez que les annonces passent. Si on est amené à vraiment rechuter, bon, la prochaine zone, c'est les 100. Mais pour l'heure, je ne vais pas mettre en place une stratégie, juste surveiller vos zones et attendez de voir la réaction des marchés après les annonces de Joe Biden. Voilà. Alors, pour le coup, je reste à l'écart. Aucune raison de faire des analyses sur les unités de temps plus courtes. On verra d'ici demain ce que ça donne. Les zones sont tracées, vous les connaissez, on est sur zone. Effectivement, si on a une réaction positive après les annonces, pourquoi pas tenter un achat, mais avant les annonces, aucune raison de prendre des risques. Voilà. Attendez très clairement que la poussière retombe. Le light, forcément, c'est la même chose. La zone idéale, elle est un peu plus bas. Donc là, pareil, hein, on perd 6%. Bon, si on peut en perdre encore un peu plus pour venir taper le bas de cette zone, prise d'appui sur oblique, MM50, ce serait idéal, je le reconnais. Mais attendez au moins que le marché digère les news qui doivent tomber cet après-midi. Voilà. Donc la zone à l'achat qui m'intéresse, c'est celle-ci, si on a un joli signal. Ici, vraiment, on a une grosse purge. C'est un peu plus bas. C'est la zone 90-92. Voilà les deux gros niveaux sur lesquels je suis intéressé pour payer du pétrole en cas quand même de réaction positive. Voilà, on fera le point demain. Et comme sur le Brent, pour l'instant, allons sur d'autres marchés où on a du flux, notamment sur le Forex, plutôt que de faire un pari sur un pari spéculatif sur les annonces à venir de Joe Biden. Le Bitcoin, assez calme. On n'arrive toujours pas à venir combler le gap. Si ProRealTime veut bien enfin m'afficher mon graphique, parfait. Bon, on se stabilise. Le plan reste le même. Pour les retardataires, venir chercher le gap CME pour ensuite payer, placer son stop loss en mode agressif ici, en mode bon père de famille en dessous. Voilà. Et viser 50 000 et 53 000. Voilà le plan. Bon, c'est sûr que si on peut retomber, faire une prise d'appui sur notre oblique, MM50, on viendrait combler le gap, ce serait vraiment parfait. Alors, pour l'instant, on se stabilise. J'espère en tout cas un comblement de gap.
l'idéal, ce serait vraiment parfait pour se repositionner ou du moins se positionner dans le sens du flux sur le BTC. Mais pour l'heure, aucune raison d'être acheteur. En plus, on est sous résistance, donc attendez un repli si le marché offre cette opportunité. En données horaires, bon, on se stabilise. Très clairement, on se stabilise. Maintenant, voilà, un retour par ici vers les 46 000, 45 000. Selon moi, est la meilleure stratégie pour rentrer à l'achat sur le BTC. En données hebdo, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, venir pullbacker en fait. Pullbacker notre MM50. Et derrière repartir pour reconquérir les prochaines résistances. Voilà. Là, ce serait vraiment parfait. Pullback sur MM50, bas de nuage, payé ici, stop loss sous la zone, TP1 plaquette jaune, et en cas de cassure TP2 53 250. Voilà le plan, mais pour le coup sur le BTC, il n'a pas changé, il n'a pas évolué, c'est toujours le même depuis le début de la semaine. Maintenant, comme toujours en trading, il faut se montrer patient, tout simplement, pour que le marché nous offre les meilleures opportunités et, comme toujours, qu'on puisse affiner notre point d'entrée. Bon, en hebdo, effectivement, là, c'est assez proche, le plat qui est jaune. Pour celles et ceux qui sont rentrés sur le triangle, une fois qu'on viendra taper ce plat, pensez quand même à prendre des bénéfices. Je pense qu'on pourrait bloquer sur ce niveau. Dans l'idéal, le BTC, l'Ethereum surperforme le BTC, très clairement. L'objectif de ce triangle, ça reste comme ça, pour avoir à peu près une vision. Ça reste quand même les 3800, donc il y a de la place. Même constat, je pense que pour les retardataires, payer ici sous MM200, sous plat kit jaune, c'est pas la meilleure chose à faire, encore une fois. L'idéal, c'est d'attendre un repli sur le bas de la zone avec notre Tenkan qui va justement remonter. Voilà. Là, on a un retour des volumes, c'est agréable, c'est une bonne chose aussi. Maintenant, voilà, repli sur zone pour payer et viser plaquette jaune, ce niveau, et pourquoi pas un peu plus haut. Et si on break ce niveau, je pense qu'on pourrait au moins aller chercher derrière les 4180. Pour l'instant, ça reste solide, l'Ethereum aussi, pas beaucoup de repli. Donc pareil, pas de précipitation, pas de FOMO, très clairement. Attendez un repli de marché. Voilà, si on peut corriger, venir prendre appui sur la MM50 et le plaquette jaune, ce serait parfait. Donc voilà, une zone qui m'intéresse pour de nouveau chercher les achats. Ce niveau-là. Pour les autres qui sont rentrés sur la sortie par l'eau de ce triangle, eh bien, logiquement, vous avez déjà pris des bénéfices et vous avez remonté votre stop à break-even. Voilà concernant les crypto-monnaies. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.